Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch, et enfin j'ai décidé de faire ce que je devais faire et que je vous avais promis, parce que en même temps on est à l'approche du grand PPV de l'année pour les Français, donc je veux bien parler de Backlash en France, et auquel bien sûr je ferai exactement cette review, mais là ce n'est pas du côté de Backlash en France auquel on va parler, vu comment je vous avais promis que j'allais faire sur les moments. Attendez, il faut que je regarde un peu. Sur les moments des plus les personnes les plus controversées de l'histoire du catch, auquel je vous avais un peu tout dit. Bon après, je vais pas vous le mentir, c'est un peu fait n'importe comment, ça a été placé auquel je devais placer entre les guillemets, vu comment je m'étais pas trop inspiré de tous les sujets, parce que je trouve que ce serait un peu trop long. Donc pour ça, j'ai décidé de m'attaquer sur 10, ouais, 10 choses à citer pour ne citer que. Donc je pense que ça en vale vraiment la peine. Donc voilà. Donc ça concerne des fois les moments les plus controversés dans l'histoire du catch. Ça peut être un segment, ça peut être les personnes. Euh, voilà, j'ai pas fait, on va dire, trop de choix possibles, si ce n'est que j'ai décidé un peu de parler sur tout ce que je tenais à parler. Et pour ça, pour mieux commencer, je commence direct au numéro un. Donc John Bradshaw Layfield, donc JBL, le harceleur dans les coulisses de la WWE. Ouais, exactement, à l'époque, c'est vrai que JBL, c'était un énorme harceleur, je vais pas vous le mentir, car des fois, il adorait maltraiter ses collègues, et en particulier les nouveaux venus, car il adore bisouter les petits nouveaux qui arrivent, et qui prend un malin plaisir à les humilier, à faire des choses pas très nettes. Je pense vous l'avoir déjà dit dans la liste des scandales. Je crois que c'est dans la première, dans la deuxième ou dans la troisième partie, mais je tenais même à le mettre parce que vu comment je n'ai pas parlé de lui spécialement lors de la vidéo, parce que il y en a beaucoup d'harceleurs, je le reconnais. Eh ben, il était un peu doué pour ce type de choses, comme par exemple aller même dans les douches pour un peu les intimider, comme par exemple les savonner le derrière, savonner les zones parties du corps. Donc ça c'est l'un des mauvaises habitudes auxquelles il l'a pris et auxquelles faut jamais faire ça, même s'il y a quelqu'un que vous détestiez, ne faites jamais ça. Et pourtant il y en a beaucoup des connards qui en font des intimidations. Ça peut être à l'école, ça peut être au travail, ça peut être n'importe où. Et que c'est bon après encore un truc, c'est que c'est un peu léger hein, ce que je dis, hein, parce que le reste auquel ça va s'en suivre est un tout petit peu cru, mais sinon celui-là, voilà, c'est que de l'intimidation auquel ben, la plupart s'en rappellent encore de l'affaire avec JBL et auquel aujourd'hui maintenant ils en rigolent vu comment il y en a qui ont un peu évolué de leur temps, d'autres qui sont devenus des grands catcheurs, des grands champions. Voilà quoi. Donc je pense que ça en valait la peine d'en parler, même si c'est pas très étonnant pour certains que j'en parle à nouveau. Voilà. Ensuite, le numéro 2. Les différends avec CM Punk envers ses collègues. Oui, tout comme JBL, c'est un sujet de controverse, mais CM Punk aussi est un peu aussi une figure controversée du catch, vu comment on connaît un peu son passif avec la plupart de ses collègues. Comme par exemple, il y aurait un passif avec Jeff Hardy auquel ce dernier l'aurait ouvertement été creux dans ses propos lors des promos ou ou en plein match ou en pleine collaboration. Bref, c'était pas non plus un enfant de cœur, hein, CM Punk, hein, je tenais à vous le dire, car CM Punk a beaucoup de différends avec certains des personnes, même avec une personnalité non liée au catch.
Et si vous me croyez pas, il suffit d'aller se renseigner un tout petit peu pour voir que CM Punk avait aussi un différent avec une personnalité. Et en plus, c'est un, allez, un artiste de la musique nommé Chris Brown. Et non, je ne suis pas en train de déconner, il aurait réellement eu un petit clash entre lui et CM Punk. CM Punk, je sais qu'il lui est reproché à Chris Brown d'avoir, entre guillemets, tabassé violemment la chanteuse Rihanna, et auquel bah, Chris Brown, auquel c'est un peu, on va dire, foutu lui-même dans la merde suite à cette affaire-là, donc il lui remet le couvercle. Et bien sûr, Chris Brown, au début, ne le prenait pas CM Punk au sérieux, jusqu'à ce que, voilà, il décide de le clasher sur plusieurs trucs, et pour un peu le décrédibiliser, mais ça n'arrête pas CM Punk pour autant. Bon, après, ce n'est pas qu'avec une autre personnalité auquel il a eu une différence. Par exemple, on disait qu'il avait une différence avec The Rock parce qu'il était, on va dire, assez vénère qu'un homme qui est un part-timer arrive et vole le travail des autres. Auquel c'est pas, on va dire, faux, mais est-ce qu'il faut lui donner tort? Non. Mais est-ce qu'il faut lui donner raison? Un tout petit peu, mais pas trop quand même, parce que souvent ils viennent pour uniquement pour l'argent, d'autres uniquement pour le spectacle. Mais après, c'est pas que ça, hein. C'est vraiment pas que ça, vu comment il avait aussi, bien sûr, des différends avec son ancien meilleur ami Colt Cabana, auquel, bien sûr, ils se sont tous les deux mis d'accord pour s'attaquer à la WWE pour l'affaire auquel CM Punk avait eu des problèmes au dos, notamment à cause, entre guillemets, d'un genre de boss qui devient complètement violent, entre guillemets, et auquel ben, les médecins n'ont pas tout fait pour soigner Punk correctement, et que bien sûr il les a voulu pendant des années, jusqu'à, on va dire, à les attaquer au tribunal, de gagner le procès, et après avoir gagné le procès contre la WWE, c'est Colt Cabana qui lui balance un procès auquel les deux sont obligés d'avoir un accord moral d'argent, et que c'est pour ça que cette amitié entre les deux s'est cassée en un rien de temps. Après, il y a d'autres, hein. Il y a vraiment d'autres. On peut citer le cas avec les Young Bucks, vu comment on sait que CM Punk n'aime pas trop les Young Bucks, parce que vu comment les Bucks adorent parler sous son dos, parler des choses qui ne va pas, et auxquelles ils aiment bien enfoncer le clou. Donc bien sûr, ça va forcer CM Punk à sortir de ses gonds, à les attaquer les Bucks, mais aussi un peu Kenny Omega, même s'il n'a pas, il a pas aucune haine entre Kenny Omega. Mais il aurait pas dû être pris à part pour les Bucks et Punk, selon moi. Et après, avec l'affaire de Jack Perry, on sait ce qui s'est passé, je vous l'avais déjà dit à propos de cette vidéo, auquel on a vu que, que Jack Perry l'aurait un peu provoqué, qu'il aurait, on va dire, un peu manqué de respect, parce que, à ce qui paraît, c'est un petit con qui respecte personne. Et donc pour ça, ben, Punk l'a poussé, l'a étranglé, et était à deux doigts de, on va dire, de le foutre son poing dans la figure. Et après, on sait ce qui s'est passé, quoi. On sait ce qu'il a eu. Mais voilà, quoi. Ou sinon, il n'y a pas d'autre embrouille que j'ai en tête avec CM Punk. Parce que si c'était le cas, eh ben, j'aurais cité la plupart d'entre eux. Peut-être que j'aurais dû citer au début de sa carrière avec Teddy Hart, lorsqu'il était encore dans le circuit indépendant, CM Punk. Et Teddy Hart, qui est le neveu de Bret Hart, auquel, ben, bien sûr, les deux s'étaient un peu battus, mais selon Hart ou alors selon Punk, il n'aimait pas du tout Teddy Hart, vu comment il était du genre à un peu, ben, un peu trop en faire sans prévenir personne. Par exemple, quand il effectuait un spot comme un moonsault, il prévenait pas personne auquel il a effectué un moonsault. Ça, c'est un peu très dangereux si on prévient personne. Et du coup, ben, il aurait tapé violemment. Mais après, Hart a été un peu très stiff, vu comment il a fait de la boxe, et qu'il lui aurait, entre guillemets, défoncé la tronche à CM Punk. Mais sinon, voilà, j'en ai pas tout, hein, j'en ai pas tout en tête, vu comment ça en ferait beaucoup. Mais bon.
Ça, c'était pour CM Punk, et auquel c'est vrai que durant toute sa carrière, je suis sûr qu'il n'a pas non plus bah, une relation amicale envers la plupart de ses collègues, à part ceux qu'il aime bien, et ceux qui les détestent, ben, vaut mieux pas en parler. Même si ce n'est qu'avec Kenny Omega, je sais que Omega a bien parlé de Punk en disant que qu'il n'avait rien contre lui, qu'il comprenait un petit peu son petit point de vue, même si on va dire ils sont pas non plus des grands amis du monde, ça faut pas déconner, mais on reconnaît qu'il a une certaine, on va dire, qu'il a une certaine intelligence, peut-être voir un peu la priorité de dire des choses qui va dans un bon sens, parce que s'il aurait fait l'inverse, il aurait été dans du troll. Mais là, heureusement, il a été honnête. Donc voilà pour tout. Ensuite, là, ça parle d'un segment assez chelou même. Donc le numéro 3, le segment troublant avec Heidenreich, ou John Heidenreich, auquel je vais pas tarder à vous le dire. Alors il faut savoir ce que Heidenreich, ou Heidenreich, appelez-le comme vous voulez, ou des fois on peut l'appeler John Heidenreich, avait été, on va dire, à la WWE pendant, je crois que c'était en 2004, auquel il avait fait ses débuts, et auquel on ne savait pas d'où il sortait, et on sait que c'était un gars auquel bah, il fait un peu psychotique profond, mais auquel, lors de ce segment auquel je vais parler, ça concerne un segment gênant auquel j'avais déjà dit dans un DVD, mais je trouvais ça un peu bizarre, auquel j'avais même pas prêté attention. C'est auquel, dans le segment, ben, il kidnappe le commentateur Michael Cole, et auquel il l'embarque, on ne sait pas pourquoi faire. On sait qu'il l'a pris sous ses épaules et qu'il part avec lui sûrement dans les vestiaires. Et la suite, ce qui va s'en suivre, m'a un peu surpris, voire un peu choqué. C'est que lorsqu'on voit la caméra ben, apparaître dans le coulisses, eh ben, on voit Michael Cole et un certain Heidenreich faire des trucs. Je sais pas, je sais pas comment le dire clairement, mais en gros, Michael Cole était en train de se faire violer par Heidenreich. Je devais pas le dire, mais voilà, je l'ai dit. Il était en train de se faire violololo par Heidenreich. Et là, je me dis, mais what? Sérieusement? Il se fait cessu par, par Heidenreich? Pour quel motif? On connaît pas les motifs. Donc, c'était assez lunaire à la fois tout simplement bizarre. Donc ça, c'était troublant. Et là, c'est un peu controverse aussi parce que faire ça, on sait que tout est scripté, on sait que c'est du cinéma, on sait que c'est scénarisé, mais de faire ça, de faire un peu de manière réaliste. Attention, je n'ai pas dit que c'était réaliste au possible, hein, parce qu'on sait que il s'est pas passé grand-chose entre les deux. Ça, faut se l'admettre, il s'est rien passé. Juste faire ce genre de segment, c'est un peu controversé, en tout cas pour moi. Pour d'autres, je ne sais pas si c'est controversé. Mais en tout cas, j'avais décidé de mettre ça parce que je comprenais pas trop l'intérêt autour de cette histoire-là. Peut-être que j'aurais dû me contenter d'autres, mais après j'ai préféré un peu la petite facilité pour un peu gagner du temps. Peut-être que c'est aussi ça aussi. Bon, après, si Heidenreich aurait pris, je sais pas moi, une annonceuse telle que, allez, Liliane Garcia ou Crystal Lashley, enfin la femme de Bobby Lashley, quoi, ah, ça aurait fait scandale, sans doute. Parce que là, euh, parce que là, on va dire qu'il a violé, on va dire qu'il a violé un homme, mais s'il aurait fait sur une femme telle que Liliane Garcia ou d'autres, ah, ça aurait fait scandale, ça aurait crié au scandale d'agression sexuelle, et j'en passe des trucs. Et pourtant, on sait que la WWE est capable, hein. C'est ça le pire, hein. Ils sont capables de faire un segment pareil. Bon, après, ne faites jamais ça du tout, hein. Je vous considère, ne le faites jamais. C'est bah, déjà, c'est pas bien. Faites ça de manière consentie, mais pas sans consentement, parce que
C'est grave et pour moi c'est problématique. Donc voilà pour ce segment qui est un peu controverse et auquel ben, ça n'a pas fait parler non plus par les médias, on va pas se mentir. Mais bon, mais bon. Le numéro 4, les Young Bucks et la politique en coulisses. Alors, je sais que j'ai déjà taclé ces deux trous de balle qui sont entre guillemets les EVPs parce que honnêtement je les respecte pas du tout, mais vraiment pas du tout. Bah, tout simplement pour des différentes raisons auxquelles ils sont reprochés, car ils sont un peu doués pour mettre en pratique bah, des retournements de veste ou encore pour raconter des conneries sur le net, comme des gamins auxquels ils sont. Alors que je vous rappelle qu'ils sont des adultes et qu'ils sont entre guillemets les vice-présidents, et que je me demande pourquoi ils sont vice-présidents, tu vas me dire, Tony Khan, pourquoi ils sont présidents. Toi-même, tu sais, parce que, voilà, entre guillemets, ce sont les petits chouchous des, d'un journaliste totalement sémile qui met que des 5 étoiles, 6 étoiles à tout vaille, notamment à Will Ospreay, auquel Will Ospreay a encore battu un autre record auquel ça peut être inégalé, selon les critères de Metzler. Bah, parce ils ont été glorifiés, ils ont été, on va dire, honorés, ça a quelque chose de symbolique, tout, tout correspond bien au Buck. Et du coup, ben, les gars sont persuadés d'être des draws dans le milieu du catch auxquels ils prennent facilement la grosse tête, alors que ce n'est pas forcément le cas. Eux, tout ce qu'ils font, c'est du mauvais business et à jouer au catch avec leurs amis en plein ring. Même si je ne nie pas leur côté athlétique sur le ring, hein. Ils peuvent faire des bonnes choses sur le ring, mais selon moi, ce qu'ils font, c'est pas les bonnes. C'est clairement pas les bonnes. Honnêtement, pas du tout. Car, car il faut dire, c'est loin d'être des bons vendeurs parce qu'à ce qui paraît, ils sont capables de no-sell aussi à chaque prise de ses adversaires et d'autres, parce que j'en ai pas d'autres en tête. Mais en gros, ils sont un peu à l'origine du départ de CM Punk. Et quelque part, c'est un peu des manipulateurs parce que non seulement ils ont des amis auxquels ils entretiennent des entre guillemets relations amicales, mais aussi par rapport à des choses totalement qu'on devrait pas savoir, totalement secret, quoi. Bref, il y a des tas de trucs, mais en gros, ce sont des incompétents qui gèrent mal une entreprise, qui gèrent mal un business, et voilà comment ça les correspond parfaitement bien. Parce que ils sont à l'origine de tout cet écosystème, et qu'ils manipulent Tony Khan. Ils manipulent Tony Khan. Parce qu'il n'y a pas à dire, ils le prennent par les bijoux de famille, ils le prennent par le bras, ils le prennent par le col, ils le prennent par les cheveux, et ils le prennent par la bouche, par le nez, ce que vous voulez. Pour moi, ils sont en train d'influencer Tony Khan. D'ailleurs, c'est totalement vrai. Ils ont influencé Tony Khan à faire ce genre de trucs absolument stupides. Et du coup, bien sûr, Tony Khan, qui est totalement bête, il est facilement manipulable. Et voilà comment je pense que le business pourrait crever si jamais ils font dans cette direction-là. Alors que selon moi, cette direction ne doit pas aller dans le sens inverse, elle doit aller dans le bon sens et pas le contraire. Ça, je pense pas qu'ils le comprendront un jour, mais en gros, ils sont en train de faire les erreurs que la WCW a fait auparavant, et un petit peu la TNA, même si la TNA est toujours en vie, et essaie de se rattraper de ses erreurs passées. Mais en tout cas, c'est pas prêt de changer, hein. Je vous dis, c'est pas totalement prêt de changer, car il y a tellement de trucs auxquels ça part totalement en boule, quoi. Donc pour moi, c'est un peu des figures controversées et même la fédération en eux-mêmes est controversée, hein. Parce qu'il y a un autre sujet auquel je tenais à dire à propos de la EW. Eh ben, le sujet concernant les déclarations de dit Brian Kenrick. Alors, si je me trompe pas, c'était en 2022 ou 2021 auquel, auquel, auquel on était encore dans la possession post-pandémique ou pas encore.
je ne sais plus, mais en tout cas, à ce que je sais, c'est que au cours des années auxquelles je sais que j'ai suivi la EW, mais ça fait tellement longtemps auquel j'ai un peu oublié de ce qui s'est un peu passé par le passé, auquel je sais que normalement Brian Kenrick devrait affronter John Moxley lors de la EW, d'un épisode d'AEW Dynamite, et auquel à la dernière minute, il a été retiré de, de la fédération et aussi de tous les programmes d'AEW. Et c'est-à-dire que Brian Kendrick n'a jamais fait des apparitions à la AEW à cause de ses déclarations, à ce qui paraît, euh, complotistes, entre guillemets, parce qu'il aurait, on va dire, des propos anti-complotistes ou des théories de complot auxquelles il était perché. Notamment, notamment des affaires concernant, attendez, une fusillade dans une école lors de Sandy Hook, auquel il y aurait possiblement une fusillade dans une école et auquel il y aurait possiblement eu des blessés, voire des morts. Est-ce que c'était un braqueur ou aller, comment dire, ou un élève de l'école? J'en ai aucune idée. J'en ai vraiment aucune idée si c'est ça. Ensuite, il y a eu les attentats du 11 septembre en 2001, causés par Oussama Ben Laden, auquel il a dit des trucs assez absurdes, auquel j'ai oublié ce qu'il a dit, mais c'est totalement absurde de ce qu'il vient de dire. Et que après ça s'arrête pas là, hein, ça s'arrête vraiment pas là, car il y a eu aussi les théories du complot concernant l'assassinat de l'ancien président d'Amérique John Kennedy, auquel tout était mis en œuvre pour le tuer, entre guillemets, notamment à cause d'une bombe dans une mi-usine qui a été piégée. Et ensuite, sujet qui est un peu sensible, surtout envers les sémites, donc ceux qui sont de religion juive ou alors juifs, quoi, d'Israël, les holocaustes des camps de concentration. Donc oui, Brian Kenrick aurait dit des propos assez antisémites. J'espère qu'il est pas suprémaciste concernant d'une organisation assez extrémiste, parce que déjà, en disant des propos pareils, et surtout quand tu ignores l'existence d'un camp de concentration auquel il y a eu des millions de morts, c'est c'est assez controversé. Très même, très controversé, et que toutes ces théories auxquelles il avait balancé datent il y a plus de dizaines d'années en fait. Entre 2011, 2012 ou 2013. Entre autres, il aurait été tellement perché alors qu'il était encore en activité avec la TNA. Il était totalement perché, il était en lambeau, il était en roue libre. Et, euh, et c'est pour ça que la AEW a décidé de ne plus faire apparaître Brian Kendrick, de ne jamais faire apparaître et de jamais affronter quelqu'un comme John Moxley. Et c'est pour ça que John Moxley a décidé, enfin, je crois que c'est la AEW qui a décidé de trouver un adversaire pour Moxley, notamment en faisant affronter Wheeler Yuta, qui sera bientôt dans le BCC, le Blackpool Combat Club. Mais bon, voilà toutes les petites controverses autour de Brian Kendrick, auxquelles il y a eu des déclarations assez honteuses. Numéro 6, une affaire euh, de genre. Attendez, il faut que je lise correctement parce que là j'ai pas très bien écrit. Une affaire de transgenrité dans les états d'une ville. Alors, ça concerne encore la l'AEW, parce que là maintenant ça concerne les personnes transgenres. Et des personnes transgenres, on sait qu'on en a eu deux à la l'AEW. Le premier, c'était Sonny Kiss. Donc, entre guillemets, je pense que Sonny Kiss, c'est c'est un homme qui a été reconverti en femme. Et la deuxième, c'est concerne Nyla Rose, ancienne championne féminin de la AEW, auquel c'était un homme reconverti en femme aussi, je pense. Et ça concerne un peu elle, vu comment, je sais pas, on va dire que l'État a dû faire une enquête concernant personnes transgenres,
et auquel, parce que je sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec les transgenres, mais en tout cas c'est assez lunaire. Mais ils ont fait des enquêtes comme quoi les personnes transgenres sont pas faites pour affronter ces femmes ou alors ces hommes de n'importe quelle manière, alors que j'en ai aucune idée, mais en tout cas, ils ont peut-être un problème avec les personnes transgenres, comme ils ont avec la plupart qui ont les couleurs de peau assez différentes. Mais en tout cas, je sais qu'ils ont reçu une amende. La AEW a reçu une amende pour ça, et je crois que c'est dans un état de Oklahoma, et que c'était la commission sportive. Donc tout ce qui concerne le catch, la boxe normale, le kickboxing, le MMA, le judo, le karaté, tout ce qui concerne sont, on va dire, considérés pour une amende pour le respect de bien-être. Mais en tout cas, c'est assez problématique hein, ce que je tenais à dire. Parce que oui, il y en a qui sont maintenant dotés d'une personne transgenre, mais ça, ça devient ça devient assez débile, quoi. Après, je connais pas toutes les raisons, hein. Donc c'est pour ça que je tenais à vous le dire tout de même. Et je m'arrête ici, vu comment, voilà, je pense que j'en ai assez dit à propos de ce sujet. Pas besoin de trop chercher pour mieux en dire, du fait que je sais en dire et pas trop cracher non plus. Mais voilà. Donc, le numéro 7, les Harris Brothers ont porté des logos nazis à la TNA. Alors là, ce sujet-là, j'ai été regarder dans, dans l'iceberg de Age of Wrestling, parce que j'ai regardé la plupart des icebergs. Si vous connaissez pas Age of Wrestling, je pense que c'est un YouTuber anglais auquel il fait que des icebergs concernant le catch. Un peu comme Monsieur Hawkin faisait, mais sauf que Age of Wrestling lui fait un peu constamment sur le sujet de iceberg concernant les fédérations, que ce soit WCW, ECW, WWE, TNA, AEW, et même les fédérations japonaises, et les plus gros scandales de la WWE aussi. Et il a également fait les plus grands méchants de l'histoire du catch et d'autres, hein. Même les icebergs sur enfin, la révolution féminin. Donc si vous êtes bilingue, si vous comprenez l'anglais, vous pouvez aller voir. En tout cas, je vous encourage à le faire. Si ça vous intéresse, bien sûr, hein. Parce qu'encore une fois, je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas du tout, hein. Mais ça vaut le coup. Et ben dans ça, j'avais vu dans l'iceberg de la TNA auquel les frères Harris auraient porté des t-shirts auxquels il y avait le double S qui s'intitule les SS. Donc ça, c'est un logo nazi. Et je crois que c'était encore... La TNA était encore à ses tout débuts, parce que c'était encore en 2002, et en 2002, ils enchaînaient les weekly pay-per-view, donc les pay-per-view hebdomadaires par semaine, vers voire entre 1 an ou 2 ans de sa construction. Eh ben les Harris Brothers, je crois que c'est l'un des deux qui portait un t-shirt des SS, et auquel apparemment ils auraient eu des tatouages antisémites où quasiment c'était un peu exagéré, notamment de la croix gammée et également du symbole des SS. Alors que forcément la TNA a dû répondre de ses erreurs et aussi de s'excuser pour ce malheureux incident. Parce que déjà, de un, pour toutes les personnes qui voudraient se lancer dans le catch, peu importe son origine, peu importe ses croyances un peu extrémistes, ne mettez jamais ces logos-là pour lutter. Parce que ce sont les symboles du mal. La croix gammée nazie est un symbole du mal. Les SS, les symboles des SS sont les symboles du mal. Même si ça a été un peu fondé par Hugo Boss, parce que j'ai entendu des théories comme quoi Hugo Boss aurait créé ces fameux tenues de militaires nazis. Et si vous savez, à propos des nazis, c'est eux qui sont à l'origine des camps de concentration, notamment celui
de la Pologne qui est à Auschwitz et aussi dans d'autres régions et auxquelles ben, les victimes, ce sont des juifs, des tziganes, des homosexuels qui ont été, on va dire, déportés, voire tués dans les camps de concentration et que, bien sûr, c'était dirigé par un savant fou auquel on va l'appeler Adolf H, parce que le nom Hitler est un nom tabou, même si je l'ai dit, mais c'est un exemple. Bref, il était dans sa folie et à cause de tout ça, il a créé un bordel monstrueux en Europe et que ça a pris fin en 1945. Parce que oui, en ce moment, je suis en train beaucoup de regarder les reportages de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pour ça que je regarde un tout petit peu, même si j'étais étonné de voir que deux lutteurs qui sont entre guillemets jumeaux portaient des tatouages nazis, portaient même des t-shirts nazis. Ça, c'est un truc auquel il faut pas faire. Parce que après, on va les considérer comme des néo-nazis ou des suprémacistes blancs. Il y en a même qui sont peut-être fait partie du Ku Klux Klan ou peut-être dans un gang des skinheads. Parce que les skinheads, c'est un gang un peu des bikers, mais aussi politiquement incorrect. Bref, moi, ces gens-là, je les comprendrai jamais. On peut comprendre leur but, mais à ce point-là, faire autant de mal, surtout en disant des propos antisémites, anti, anti-afro-américains, enfin anti-noirs, quoi, en disant des N-word, des trucs auxquels on devrait pas dire, et que tout ça, ça a accès au V-World, quoi. Ça a accès au V-World, qui veut dire la violence gratuite envers le monde. Donc voilà, je tenais à vous le dire parce que même moi je ne connaissais pas cette affaire-là. Et si vous ne me croyez pas, allez voir sur le Wikipédia des Harris Brothers et vous comprendrez mieux. De toute façon, même sur la plupart des personnes, hein, allez visiter dans les différents Wikipédia ou dans d'autres forums, vous comprendrez mieux. Mais bon, au moins du fait que ça ne se reproduira plus, ce genre de truc, parce que faudrait arrêter avec ces putains de nazis, parce que ce sont des sacrées saloperies dans le monde, hein, franchement. Donc, maintenant, numéro 8, et là ça concerne un catcheur auquel c'est un peu aussi une controverse, pas pour la personne en lui-même, mais par rapport à son passé. Donc, le passé sombre de Jake Roberts. Alors oui, Jake Roberts. Je tenais à parler de lui, vu comment moi ce qui m'a étonné et auquel je ne savais pas à propos de son histoire, c'est que Jake Roberts, on sait qu'il a une différence avec la drogue, parce qu'il est toxicomane, et qu'il a sûrement eu du vécu en dehors du catch, et auquel je pense qu'il a raconté dans le reportage Beyond the Mat, auquel je possède, mais que c'est que, on va dire, un reportage sur le catch. Et ce que je peux en dire à propos de ça, c'est que je savais pas qu'à cette période, enfin, avant qu'il soit catcheur, je savais pas que Jake Roberts aurait eu un passé assez malheureux, assez sombre. Parce qu'il faut savoir, c'est que le père de Jake Roberts était un lutteur, bien sûr, qui se fait appeler Aurélien Grizzled Smith. Et du coup, ben, Jake Roberts, ben, son véritable prénom, c'est Aurélien Junior Smith, bien sûr. Et auquel vous allez un peu comprendre ce que je vais en dire parce que ça va parler un peu de pédophilie, pédophile, parce que j'aime pas utiliser ce terme. On sait que c'est pédophilie, mais normalement, je devrais même pas en dire. En gros, son père était un pédophile professionnel. À travers les années, il était un pédophile. Je l'ai enfin dit parce que, en gros, à ce qui paraît, durant sa jeunesse, ça c'est les propos de Jake Roberts, son père bah, faisait des sales manières à des différents jeunes. Je pense que c'était plutôt les jeunes filles qui faisaient ça, pas les jeunes garçons, mais en tout cas c'est assez sale ce que je dis, hein, vraiment sale, même si c'est encore faible ce que je veux dire, mais c'est immonde. Et du coup,
Ben, en fait, si vous voulez, ben, Jake Roberts fait un peu partie du produit de ce, de ce vie, en fait. Je vais dire plutôt vie, parce qu'en fait, la mère de Roberts était jeune à ce moment-là, et que ben, le père de Roberts aurait fait des choses qu'on ne devrait pas faire à des enfants. Voilà, je concerne aux parents, parce que si jamais vous êtes parent ou si vous ne l'êtes pas, ne laissez pas traîner vos enfants seuls dans les rues ou n'importe quelle maison de bordel ou ce que vous voulez. Ne faites pas traîner vos enfants là, quoi. Comme une célèbre chanson qui disait, mais ça concerne les garçons, ne laisse pas traîner ton fils. Donc ça, c'était NTM qui chantait ça. Donc on devrait dire, ne laissez pas traîner vos enfants. Parce que je sais pas s'il était chez les prostituées, ce Aurélien Smith senior, mais en tout cas, il aurait fait un truc pas très net à propos d'une jeune fille qui était âgée de 12 ans, je pense, et que bien sûr, c'est là où Jake Roberts est né, quoi, entre guillemets, et après, il aura eu deux autres, on va dire, frères et sœurs, je pense. Parce il avait son frère et après il aurait sa sœur et après bah, son père va encore enchaîner les différents manips mais dans d'autres personnes auxquelles il va avoir encore deux autres frères et sœurs et ce fou, je vais vous le dire, ce fou a fait des trucs pas très nets à ses enfants. Donc en gros, accès aux vies pour la pédo. Donc il aurait fait ça à ses propres enfants, enfin plutôt à ses propres filles, pas à ses propres fils. Et du coup, ben, c'est pour ça que Jake Roberts a eu une enfance très très malheureuse, auquel ben, il s'en est peut-être jamais remis de son passé très, ben, très douloureux. Parce que avoir des séquelles pareilles et les dégâts sur une santé mentale, c'est assez fort, hein. Surtout en venant de quelqu'un qui est censé, on va dire, faire du bien et pas du mal. Et que c'est aussi à son jeune âge auquel il va être influencé par les substances illicites, notamment ben, les drogues, les différentes drogues auxquelles il aura pris durant toute sa vie. Et à ce qui paraît, ben, il vivait chez ses grands-parents jusqu'à ce que ses grands-parents décèdent. Ça le force à vivre auprès de son père et de sa belle-mère. Que sa belle-mère, à ce qui paraît, le battait que fréquemment et aussi l'aurait, on va dire, forcé à coucher avec son, allez, entre guillemets, beau-fils. Et que là, je me dis, mais what the fuck, mais c'est, qui fait ça, franchement? Je sais que je devrais même pas le dire, mais c'est horrible. C'est vraiment horrible de faire ça à des enfants, quoi. Parce que à l'époque, Jake Roberts c'était encore un enfant. C'est c'est dingue comment l'histoire peut partir en sucette très rapidement, quoi. Et que bah, je comprends son trauma, vraiment son trauma de le faire. Mais après, heureusement que il s'est un peu lancé dans le catch, Jake Roberts, même s'il n'était pas à l'abri d'un prédateur et d'une prédatrice. De toute façon, même ses frères et sœurs n'étaient pas à l'abri, hein. Ils n'étaient pas à l'abri de tout ce qui concernait. Mais après, il a eu une embrouille après avec son père et que c'est là où il décide de se lancer que uniquement lui pour faire ce qui lui plaît, donc le catch, et de faire ce qu'il a envie de faire. Et que c'est pour ça dans les années 80, il devient une figure emblématique du catch, notamment à la WWE. Même s'il avait des différents problèmes d'addiction auxquels il n'était pas encore guéri, de ses problèmes de santé, et jusqu'à ce qu'il se fasse aider par DDP et auquel il s'est au moins lié d'amitié avec quelqu'un et avec différentes personnes et qu'on sait qu'en 2014 il allait être intronisé au Hall of Fame et que maintenant ben, il est encore là en fait en train de manager Lance Archer et voilà quoi, tout simplement du fait qu'il continue encore à faire ce qui lui plaît tant qu'il ne catch plus. C'est ce que je tenais à vous dire. Mais sinon, le passé très douloureux de Jake Roberts, c'est vraiment assez dingue, hein, vraiment assez dingue. Mais bon, j'espère que je vais pas me faire avoir des problèmes par YouTube parce que je tenais à vous dire, même si les personnes ne sont plus là,
Peut-être que ça ne sert à rien de leur manquer de respect parce que cette affaire-là, c'est un peu. J'aurais peut-être le mettre dans la liste des scandales avec l'affaire Bugsy Murph, mais ça en ferait beaucoup si je ferais. Mais bon, ce n'est pas grave. Là maintenant, plus que deux trucs, après je m'arrête ici. Alors, le numéro 9 vient à Didi Porter qui a poignardé et tué sa petite amie. Je sais que certains d'entre vous ne connaissaient pas de cette affaire, moi non plus d'ailleurs. En gros, Didi Porter, c'était un lutteur indépendant qui catchait dans le circuit indie, quoi. Et que par la suite, je pense qu'il a eu un contrat de la WWE auquel il a été dans une école de recrutement pour la WWE, donc la FCW, qu'il avait fait des matchs. Je pense qu'il perdait et qu'il gagnait à chaque fois ses matchs, la plupart du temps. Et que entre 2012, il allait être libéré de son contrat alors qu'il était plein, enfin il était en train de débuter, car il avait on va dire quelque chose de prometteur. Mais en fait, vu comment il avait, on va dire, quelques petits soucis qui lui est un peu reproché, je ne connais pas les raisons, hein. Encore une fois, je ne connais pas les raisons, parce que cette affaire-là vient aussi de l'iceberg des plus grands méchants de Age of Wrestling, du youtubeur bien sûr, auquel il a été licencié, parce que, en gros, le catcheur était en couple avec sa petite amie du lycée, je pense, ou de la vie, je ne sais pas. À vrai dire, je ne sais pas. Et à ce qui paraît, il l'aurait poignardé à plusieurs reprises juste avant de tuer sa petite amie. Je crois que c'était en voiture ou dans un appartement auquel ils vivaient tous les deux. Mais à ce qui paraît, il y aurait des témoins qui auraient vu et qui auraient tenté de dénoncer Didi Porter. Mais en gros, il aurait poignardé sa copine et à ce qui paraît, il aurait pris en photo et que l'une des photos, il a mis sur son photo de profil, qui est un détail assez macabre. Et que, bien sûr, ça va alerter Facebook et d'autres réseaux sociaux à être à la poursuite de ce Didi Porter, auquel il s'est fait attraper par la police parce qu'il a tenté d'échapper à la justice en faisant une course-poursuite. Et que lorsqu'il a été attrapé, il a été jugé coupable de ses crimes et auquel il a été condamné à la prison à vie pour meurtre au premier degré. Donc histoire simple mais assez rapide. Parce que je voulais pas aller très très loin dans ce sujet. Et aussi c'est dégueulasse de faire ça à quelqu'un que tu aimes. Parce que je n'aime pas comment on fait ça aux personnes. Et qui pourrait faire ça à quelqu'un qu'on aime bien? Franchement, je connais absolument personne. Vraiment, je connais personne qui peut faire ce genre de truc horrible. C'est c'est horrible. C'est vraiment horrible de faire ça. Mais bon, de toute façon, je suis qu'au dernier chapitre. Et heureusement que cette ordure, parce que même si je le connais pas plus que ça, mais heureusement que cette ordure est derrière les barreaux et qu'il ne fera plus du mal à personne. Voilà, tout simplement. Et maintenant, le numéro 10, les garçons des rings intimidés par les dirigeants de la WWF. Alors, à l'époque, quand Vince McMahon a pris les règnes de la WWF, auquel son père l'a gentiment, on va dire, donné avant qu'il il ne perde la vie, de conseiller McMahon de diriger cette entreprise, toujours dans l'État de New York, mais vous savez qu'il a fait totalement l'inverse, et auquel il a eu des brillantes idées d'inviter des jeunes auxquels ils pourraient être les entre guillemets supporters pour les catcheurs préférés pour obliger les spectateurs à encourager leurs préférés. Et du coup, forcément, ça a un tout petit peu bien marché, mais on ignore de tout ce qui s'est réellement passé. Parce que ce qui s'est passé à propos des garçons des rings, c'est que, entre guillemets, ils auraient été intimidés par les dirigeants. Et je vais vous citer les dirigeants parce que je pense que vous l'avez déjà dit, même concernant l'affaire McMahon, auquel je l'avais déjà dit.
mais en gros. Donc, les dirigeants, ils sont composés de 3 personnes. Donc, le premier, c'est Pat Patterson, le deuxième, Terry Garvin, et le troisième, Mel Phillips, qui est entre autres un dirigeant, mais aussi un annonceur, et Terry Garvin, qui était aussi dirigeant, mais aussi un catcheur. Et Pat Patterson, qui était catcheur, mais qui est maintenant gestionnaire des bookings, je pense. Et bien en gros, ces trois-là, ils auraient intimidé des jeunes garçons auxquels ils les harcelaient, entre guillemets, sexuellement. En plus à des enfants qui n'avaient que 10 ou 12 ans. Notamment à ce qui paraît, Pat Patterson, on sait qu'il est gay. Enfin, on savait qu'il était gay, Pat Patterson. Je suis sûr que vous ne le saviez pas, mais moi, je le su 3 ans plus tard, auquel il était possiblement gay, car il aurait, entre guillemets, touché les parties intimes de, d'un garçon. Et à ce qui paraît, Mel Phillips, lui, il était fétichiste des pieds. Et Terry Garvin, je ne sais pas s'il est fétichiste d'autre chose, mais en tout cas, ils ont commis des trucs pas très bien envers ces jeunes garçons. Et bien sûr, quand une affaire a ressurgi, il y a eu une poursuite à propos de cette affaire-là, auquel on accuse Pat Patterson et Terry Garvin et Mel Phillips d'avoir fait des choses illégales envers ces jeunes enfants. C'est pas pour rien pourquoi la musique n'a pas été créée, hein. Laisse pas traîner ton fils, hein, parce que, ok, ce sont des dirigeants, mais est-ce que ils sont libres de faire ça? Parce que si jamais ils le veulent, ils peuvent prévenir leurs parents pour les vices auxquels ils ont été subis durant les séjours auxquels ils ont passé à la WWE. Donc forcément qu'il va y avoir des répercussions. Donc suite à ça, je pense qu'il y a eu des poursuites judiciaires et que ça a forcé McMahon à licencier Pat Patterson, Terry Garvin et Mel Phillips pour le bien de cause. Mais après, Pat Patterson, je sais qu'il allait revenir euh, pour diriger la WWE et que, faut dire, à cette période-là, je pensais pas qu'il était capable de faire des choses ignobles. En tout cas, c'est ce que je pensais, hein. Mais maintenant, on connaît un peu toute la vérité. Mais bref. Donc, sinon, il n'y avait que ça. J'ai pas été très loin dans des trucs auxquels je voulais citer. Du fait que j'ai fait cette fameuse liste de controverses, enfin, les moments les plus controversés. Parce que oui, il y a des moments très controversés, que ce soit dans les caméras et en dehors les caméras, même si j'ai pas trop été dans les détails. Donc, voilà tout. Voilà ce que je voulais en dire. Et j'espère plus ce petit entre guillemets, petite liste des moments et personnes les plus controversées de l'histoire du catch. Donc voilà, je pense que ça vous aura tout plu. Donc moi, j'en ai fini avec ça. Donc moi, je m'arrête ici avec cette vidéo. Donc c'est tout pour cette vidéo. Ouais, vidéo. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Et avant qu'on se quitte, non, je ne ferai pas les deuxième et troisième parties. Donc je tenais à vous le dire avant de partir. Et que bien sûr, je m'attaquerai bien sûr sur Backlash en France, si jamais il sortira. Et si jamais j'ai d'autres trucs à vous montrer, je vous le montrerai, ne vous inquiétez pas. Donc moi je vous dis au revoir tout le monde et à plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.